Avez-vous entendu parler de la tuerie de Port Arthur en Australie? Un massacre sanglant qui a eu des répercussions dans tout le pays. Comment un enfant peut-il être aussi sombre? Faut-il vraiment faire confiance au diagnostic des psychiatres? Quand on est né pour tuer, peut-on échapper à son destin? Vous allez découvrir la macabre histoire de Martin Bryant qui a plongé la ville de Port Arthur dans la terreur la plus totale. Au printemps de l'été 1967, Martin Bryant, un joli bébé blond aux yeux bleus, naît en Australie. Son père, Maurice, est un ouvrier qui travaille sur les docks. Sa mère, Carlene, travaille dans une usine de chocolat jusqu'à ce qu'elle ait ses deux enfants, Martin donc, puis Lindy. Martin était un bébé adorable. Il s'entendait très bien avec sa sœur et faisait ses nuits. Mais à partir d'1 an et demi, il commence à être très hyperactif. Il court partout, grimpe aux arbres et se cache de sa mère pendant des heures pour lui faire peur. Il commence peu à peu à devenir ingérable. Mais vous allez voir que ce n'est rien comparé à ce qu'il sera une fois adulte. Carlene commence à être exténuée. Plus aucune punition ne marche. Un jour, alors qu'il a fugué, elle décide d'employer les grands moyens pour garder un œil sur lui. Elle l'attache au porche de la maison avec un harnais. En fait, Martin est constamment en train de demander de l'attention. Sa mère s'assure toujours qu'il ait des jouets autour de lui pour qu'il soit occupé en permanence lorsqu'il se trouve à l'extérieur. Vous imaginez bien qu'en voyant ce petit enfant attaché comme un chien pourrait l'être, ça fait jaser les voisins. Mais quand tout ça remonte aux oreilles de Carlene, elle se défend et explique que c'est pour la sécurité de son enfant. Personne ne connaît Martin et ne peut imaginer son comportement. Lorsqu'il a 3 ans, son attitude retient l'attention des docteurs, qui déclarent que son développement mental n'a pas suivi le rythme qu'il aurait dû. Face à cette terrible nouvelle, Maurice et Carlene, les parents, vont avoir 2 attitudes bien différentes. Sa mère préfère que son fils se développe tel qu'il est et ne souhaite pas lui imposer de contraintes particulières. Elle refuse qu'il soit accompagné par un psychiatre, alors que son père redoublera d'énergie pour accompagner au mieux son fils dans son développement. À l'école, c'est très compliqué pour Martin. Ses camarades le trouvent super étrange et se moquent de lui tous les jours. Mais ça ne l'arrête pas pour autant. Par exemple, Martin adorait se cacher et faire peur aux autres élèves, comme avec sa mère. Et quand il n'est pas à l'école, Martin a un autre passe-temps très étrange. Il capture des animaux et les torture pendant des heures. À 6 ans, il devenait de plus en plus sombre et violent. Et ça va finir par déraper à l'école. Martin ne va plus se contenter de les faire sursauter, mais va s'attaquer à eux. Il va donc être envoyé dans une école spécialisée pour gérer son comportement. À 14 ans, il ne sait toujours pas lire et écrire. Par contre, il sait déjà manier une arme, car pour une raison totalement étrange, son père lui offre un fusil à air comprimé pour son anniversaire. Il commence donc à utiliser son jouet en se terrant dans un petit abri et en visant les voitures qui passent. Et plus il s'améliore et vise juste, plus il se sent surpuissant. Et c'est là que va commencer une escalade de violence. Il commence donc par abîmer des voitures, mais il change ensuite de cible et se tourne vers les vergers de ses voisins pour viser les oiseaux qui se trouvent dans les arbres. Un jour, il blesse un des perroquets de ses voisins et voyant qu'il ne peut plus voler, l'achève à bout portant avec un plomb. C'en est trop pour ses parents et malgré les réticences de sa mère, Martin va voir un psychiatre. Le docteur va le suivre de près. Il va très rapidement noter qu'il a des problèmes de concentration très élevés. Il ne peut pas maintenir une discussion car son esprit s'égare presque instantanément sur le moindre détail qui l'entoure. Après une dizaine de séances, le psychiatre considère que le cas de Martin est très compliqué et qu'il doit bénéficier d'une invalidité. Pour lui, il est clair que le garçon ne pourra jamais occuper un emploi stable et subvenir lui-même à ses besoins. Il vivra donc jusqu'à ses 19 ans chez ses parents. Il percevra une rente d'invalidité et occupera des petits emplois, comme des petits travaux de jardinage chez ses voisins. Un jour, il découvre l'existence d'Hélène Harvey, une riche héritière de 54 ans qui vit seule dans un manoir complètement délabré. Il faut dire qu'Hélène n'était pas la femme la plus coquette du village. Elle était souvent sale et ça faisait beaucoup parler le quartier. Martin lui propose donc ses services en échange d'un petit salaire. Hélène l'embauche immédiatement pour tondre sa pelouse, s'occuper de son jardin, mais aussi sortir ses 14 chiens et nourrir ses 40 chats. C'était une véritable ferme. Martin adore passer du temps au manoir et se débrouille très bien, à tel point qu'Hélène lui propose de venir habiter chez elle. Il accepte et découvre alors une vie à laquelle il n'avait jamais eu accès. Les beaux restaurants, les beaux magasins. Il faut dire qu'Hélène est tellement seule et tellement riche qu'elle n'hésite pas à faire plaisir à Martin. En seulement 3 ans, elle achète par exemple des dizaines de voitures de luxe pour que Martin puisse en profiter. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout rose. Hélène apprend brusquement la mort de sa mère et sombre dans une grosse dépression. Elle ne sort plus de son lit et mange à peine. Son manoir devient de plus en plus insalubre et commence à inquiéter la ville. La commune lui envoie même un courrier pour qu'elle remette sur pied son manoir et l'informe qu'elle a fait appel à la SPA australienne pour emporter ses animaux.
Très gentiment, le père de Martine propose de l'aider pour remettre en état son manoir. Hélène préfère s'acheter une ferme pour pouvoir s'installer à sa guise sans être observée par les habitants. Martine la suit dans la ferme et devient de plus en plus dangereux. Il ne vise plus les animaux avec son fusil à air comprimé, mais les touristes de la région. Un jour, alors qu'une famille américaine est en train de faire le marché, Martine leur tire dessus. La police l'interpelle immédiatement et l'envoie au service d'urgence de psychiatrie. Mais les médecins sont assez confiants. Ils sont persuadés que si le père de Martine continue à le surveiller, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il retourne donc vivre chez ses parents et rend visite à Hélène quotidiennement. Le 20 octobre 2012, Hélène demande à Martine de l'aider pour aller faire ses courses. Elle lui demande de l'accompagner, elle et ses 3 chiens. C'est Hélène qui conduit, mais elle n'arrivera jamais à destination. Sur la route, elle a un accident. Sa voiture se déporte sur la voie opposée et elle percute en pleine face un véhicule. Sur le coup, 2 de ses chiens décèdent et Martine est gravement blessé. Il est amené à l'hôpital. À son réveil, la police l'interroge sur le déroulé de l'accident et explique qu'Hélène a détourné son attention de la route car 2 des chiens se battaient sur la banquette arrière. Mais certains pensent que Martine est le responsable car ils l'ont déjà vu s'emparer du volant lorsqu'Hélène conduisait. Hélène a d'ailleurs déjà raconté cela plusieurs fois à son entourage, mais aujourd'hui, elle n'est malheureusement plus en vie pour en témoigner. Le choc a été mortel pour elle aussi. Un an avant cet accident, Hélène avait réalisé son testament et avait tout légué à Martine. Son manoir, sa ferme, ses économies et ses animaux. Tout. Martine ne le sait donc pas encore, mais pendant qu'il est en train de se remettre de ses blessures sur son lit d'hôpital, il est devenu millionnaire. Martine restera 7 mois à l'hôpital. Son père, privé de son fils, tombe à son tour dans une grande dépression. Il est intimement persuadé que si Hélène est morte, c'est peut-être à cause du comportement de son fils et c'est très dur à vivre pour lui. Dans cette situation critique, son père rédige à son tour son testament. Il prévoit de donner un maximum de ressources à son fils pour le reste de sa vie, soit un fonds de pension de 200 000 €. Il est désormais conscient que Martine est très riche et décide de gérer ses finances car il sait très bien qu'il n'en est pas capable tout seul. Il ne sait ni lire ni écrire, alors compter, c'est impossible. Ses parents mettent donc en place un système de tutelle pour que l'héritage ne soit pas dilapidé en un claquement de doigts. Son père se rend le week-end suivant à la ferme pour nourrir les animaux et pendant qu'il est sur place, appelle sa femme et sa fille pour leur dire qu'il les aime. Le lendemain, un livreur toque à la ferme pour récupérer des affaires et voit une petite note sur la porte d'entrée qui indique qu'il faut appeler la police. Quand les autorités arrivent, personne ne trouve son père, mais il y a bien son véhicule sur place. Puis, sur la petite table du salon, les enquêteurs trouvent une lettre de suicide. La maison est fouillée de fond en comble. Lorsque Martine arrive sur place, il n'est pas très coopératif avec la police et s'intéresse plus aux nombreuses liasses de billets qui sont éparpillées dans toute la propriété. Après plusieurs heures de recherche, son père est finalement retrouvé au fond d'un puits avec un poids attaché autour de la taille. À côté du trou, la police retrouve un petit pot contenant des pilules contre l'anxiété à moitié vide. Mais le plus étrange dans cette découverte macabre, c'est que le cadavre du père n'est pas le seul au fond du puits. Il y a également des cadavres de moutons. La police ne comprend rien et comprend encore moins pourquoi Martine ne participe pas aux recherches de son propre père et n'a aucune émotion quand il doit l'identifier. Pourquoi a-t-il rigolé quand il a confirmé qu'il s'agissait bien du cadavre de son père ? Comme le médecin constate qu'il prenait un traitement contre la dépression, la théorie du suicide est maintenue et Martine est mis hors de cause. Il va donc percevoir les 200 000 € du fonds de pension que son père a décidé de lui léguer. Le problème, c'est qu'à partir de maintenant, Martine n'a plus aucun repère et va totalement dévier. Martine commence une collection de vidéos porno à caractère violent et bestial. Quand il apparaît en public, il débarque avec des tenues folkloriques. Des chaussures en peau de lézard, un costume coloré, une mallette et un chapeau de paille. Et en plus de ça, il a des propos très étranges. Il explique à qui veut bien l'entendre qu'il est un homme d'affaires qui a réussi, alors que tout le monde sait qu'il a hérité de l'argent d'Hélène. En voyant que le public de sa ville ne prend pas, il décide de déménager et de voyager dans toute l'Australie, puis en Nouvelle-Zélande, puis au Japon, aux États-Unis et en Europe. Mais personne ne le prend au sérieux. Martine commence alors à croire que le monde entier est contre lui. Et c'est à partir de là qu'il va imaginer un plan pour se venger. Pour le mener à bien, il doit apprendre à conduire. Il va se servir dans le garage d'Hélène pour s'entraîner à la ferme. En parallèle, il constitue un véritable arsenal en s'approvisionnant de fusils semi-automatiques, de fusils de chasse et de milliers de munitions. Lorsque tout est bouclé, Martine décide de passer à l'action. Un matin, vers 6 h, son réveil sonne. Il charge tout son attirail dans son sac et conduit pendant 45 minutes jusqu'à Port Arthur. Il s'arrête d'abord à Six Cape Cottage, là où quelques années auparavant, son père avait tenté d'acheter cette petite auberge. Malheureusement, alors qu'ils avaient réussi à obtenir un prêt de la banque, un couple a fait une offre plus alléchante et le commerce lui est passé sous le nez. Cet événement a eu un impact très important dans la dépression de son père. Et maintenant, Sally et David, les propriétaires du cottage, sont pour Martine responsables du suicide de son père. Et ça, ce n'est pas la meilleure des nouvelles. Martine débarque donc au comptoir et lorsqu'il voit Sally, il la mitraille de sang-froid. David, son mari, accourt alors pour voir ce qu'il se passe et découvre
sa femme inerte sur le sol. Martin lui tire également 3 coups de fusil dessus, mais ça ne suffit pas pour le tuer. Il prend alors un couteau et le poignarde sauvagement. C'est une véritable boucherie. Avant de partir, comme si de rien n'était, Martin se lave les mains et quitte les lieux en laissant des armes sur le comptoir, comme s'il comptait revenir. Mais quand il sort, il croise des touristes qui, en le prenant pour le propriétaire des lieux, lui demandent s'ils peuvent prendre une chambre. Il leur explique que c'est impossible et reprend la route dans sa petite Volvo jaune. Il part en direction du centre de la ville, qui est très fréquenté par des touristes. Ce jour-là, il y a à vue d'œil 500 personnes dans la zone commerciale, entre le café, le centre d'information, les salons de thé et les boutiques. Martin s'installe à l'intérieur du café et discute avec d'autres touristes. Il termine tranquillement son déjeuner et sort un fusil, tire sur 2 touristes venant de Malaisie. Et là, il perd complètement le contrôle et commence à tirer sur tout le monde. Ça crée un véritable mouvement de foule. Tout le monde se précipite là où il peut pour se protéger des balles perdues. Martin continue son massacre. Il tire sur tout ce qui bouge. Même lorsqu'il voit que des gens se cachent derrière des tables, il les mitraille. Certains couraient même vers la porte de sortie qui se trouve à l'arrière de la boutique et en voyant qu'elle est verrouillée, savaient qu'ils étaient piégés. Martin les talonne et va vider un chargeur entier sur ces pauvres gens. Il est inarrêtable. Après de longues minutes, il s'aperçoit que tout le monde a déguerpi vers les parkings et c'est là qu'il va continuer son carnage, histoire d'abattre un maximum de personnes. Pour cela, il change d'arme et opte pour un fusil automatique. Il touche une femme à la cuisse, son fémur se brise et envoie des éclats d'eau sur les personnes autour d'elle. La police et les urgences reçoivent des dizaines et des dizaines de coups de fil. Ils sont complètement submergés. Le commissariat le plus proche, situé à Hobart, est à environ 1 heure de route de Port Arthur. Et ce jour-là, les patrouilles les plus proches se trouvaient à 20 km de la scène de la tuerie. Martin a donc le temps. Il prend sa voiture et va jusqu'à l'entrée de la ville où les personnes présentes ne semblent pas être au courant de la tuerie en cours. À cause de la panique, il y a un énorme embouteillage et Martin se retrouve bloqué. Il sort de sa voiture, s'acharne sur un conducteur. Il le tue et n'épargne pas non plus les passagers dans la voiture. En reprenant la route, il croise la route d'une mère de famille accompagnée de ses 2 enfants en bas âge. Ils sont au niveau d'un péage quand ils voient Martin arriver vers eux. Ils pensent qu'il s'agit d'un homme qui vient les aider. Mais quand ils voient qu'il a un énorme fusil, c'est là qu'ils comprennent que c'est la fin. La dame a beau le supplier de ne pas leur faire de mal, Martin lui tire une balle dans la tête. Dans la foulée, il abat les enfants, âgés de 3 et 6 ans seulement. Martin roule ensuite jusqu'à une station-service. À côté d'eux, il y a une voiture dans laquelle se trouvent Glenn et sa femme. Il panique en voyant ce fou furieux avec ses armes. Glenn le supplie de laisser sa femme tranquille et qu'il fera tout ce qu'il veut. Martin lui ordonne de sortir de la voiture et une fois qu'il est dehors, il le met dans son coffre. Quand il referme le capot, Glenn entend 3 coups de fusil. Il a compris que Martin venait de tuer sa femme. Pendant ce temps, la police se rue vers Port Arthur avec des officiers et tous les renforts possibles. Une voiture de police arrive à la station essence et trouve tout le monde recroquevillé à l'intérieur. Le pompiste lui explique que Martin vient de tuer une femme et qu'il a tourné là, à droite. Malheureusement, la police n'a aucun mal à suivre la trace du criminel. Il n'y a qu'à suivre les cadavres sur la route. Et cette route mène à Six Cape Cottage, l'auberge où il a tué le couple avant d'arriver au café. Martin avait tout prévu et il compte se barricader avec un otage en attendant les autorités. Lorsqu'il arrive sur place, il menotte Glenn à une rampe d'escalier et attend patiemment l'arrivée de la police. Il est 15h quand la police arrive à Port Arthur. Les pompiers et les ambulanciers récupèrent tous les blessés. Et très vite, des hélicos arrivent sur place pour emmener les victimes dans un état critique. Il y a aussi des médecins pour soigner directement les personnes dans le besoin. Martin, de son côté, est à l'auberge et il est encerclé par les policiers. Les agents ne savent pas trop comment s'y prendre car s'il bouge le petit doigt et qu'il s'approche trop, Martin va les tuer. Ils attendront alors pendant des heures en attendant que les renforts arrivent. Il est 21h quand un groupe d'opérations spéciales débarque avec un négociateur, Terry McCarthy. Terry commence à prendre contact avec Martin et discute avec lui. Quand il décroche son téléphone, Martin est tout joyeux, comme s'il ne s'était rien passé. Est-ce qu'il s'est trompé de destinataire ? Non, c'est bien lui. Terry est totalement déstabilisé. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il se trouve dans cette situation. Le tueur n'a aucune requête et aucun motif. Un rapport de la police apprend à Terry que Martin détient un otage qu'il aurait enlevé à la station-service. Terry va donc essayer de négocier au maximum pour gagner du temps et savoir comment va l'otage. Est-ce qu'il est en bonne santé ? Mais Martin ne répond à aucune de ces questions. Il n'évoque même pas le massacre de Port Arthur. Il agit comme s'il n'avait aucune idée de ce qu'il s'est passé. Il demande même à Terry s'il y a eu des blessés. Au bout d'une heure, Terry demande à Martin de sortir en déposant son arme. Martin divague et d'un coup, son téléphone s'éteint. Il n'a plus de batterie. La police navigue donc à vue et tente de déceler le moindre bruit. Est-ce que l'otage est encore vivant ? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y en a qu'un ? Ils mettront une nuit entière à avoir la réponse. Ce n'est qu'à l'aube qu'ils passent à l'offensive car les premières lueurs du jour permettent une meilleure visibilité aux unités tactiques. Mais lorsqu'ils s'apprêtent à entrer dans l'auberge, une épaisse fumée noire commence à en sortir. Et ils n'auront pas à faire quoi que ce soit car Martin va sortir en feu. Les policiers se jettent sur lui avec des couvertures pour éteindre le feu et lui passent les menottes aussitôt. Il est placé en état d'arrestation. La police et les pompiers se ruent à l'intérieur pour essayer de sauver les otages, mais ils découvrent le corps sans vie de Glenn, tué par balle, juste à côté des cadavres des propriétaires du cottage qu'il a tué juste avant de se rendre
dans le centre de Port Arthur. Martin est dans un sale état. Il est envoyé dans l'hôpital le plus proche, le même que celui des victimes. Au total, il a tué 35 personnes et en a blessé gravement 20 autres. Il sera inculpé de 72 crimes, dont 35 chefs d'accusation pour meurtre et 21 pour tentative de meurtre, incendie criminel ainsi que de nombreux autres pour coups et blessures. Au départ, Martin ne plaide coupable que pour l'enlèvement de Glenn, comme s'il n'était pas responsable de tous ces meurtres. Pendant toute la procédure, il nie et minimise les meurtres. Il est insensible, ricane et il ne semble pas comprendre qu'il va finir ses jours en prison. Mais détrompez-vous, en fait, il le sait très bien. Et son seul objectif derrière tout ça, c'était d'atteindre la plus grande notoriété possible. Évidemment, des vidéos et des témoignages ont prouvé qu'il était présent à Port Arthur et dans la station-service. Il reconnaît finalement ses crimes et le juge lui distribue 35 peines d'emprisonnement à vie, ce qui représente plus de 1000 années de prison. Il ne sera pas non plus éligible à une libération conditionnelle. Martin ne montre aucun remords. Pendant les 8 premiers mois de sa peine, il est envoyé dans la section psychiatrique pour que les médecins jugent son cas. Et le bilan est clair. Il n'y a aucun espoir de réhabilitation. Martin a le niveau mental d'un enfant de 11 ans et il ne s'intéresse à rien d'autre que lui-même. Cette histoire qui a tristement bâti la légende de Port Arthur fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. 12 jours après ce massacre, le gouvernement de Canberra en Australie a décidé de restreindre l'accès aux armes. C'est dire l'ampleur de l'affaire dans le pays. Aviez-vous déjà entendu parler de cette tuerie? Qu'avez-vous pensé de la descente aux enfers de Martin? Dites-nous tout dans les commentaires et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau dossier sensible.